Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le Maroc poursuit sa percée diplomatique en Afrique. L'ex-président de l'Afrique du Sud et leader du parti MK, Jacob Zuma, après avoir soutenu la proposition marocaine d'autonomie, a été reçu aujourd'hui par les présidents des deux chambres du Parlement et par la direction collective du parti Authenticité et Modernité. Le dossier de la réforme des retraites de nouveau à la tête de l'agenda gouvernemental. Les discussions sont officiellement relancées avec cette réunion tenue aujourd'hui. Autour de la table, les représentants de départements ministériels, des syndicats les plus représentatifs et du patronat. Silence dans les fonds marins et détritus en surface. Prise d'assaut par les estivants en cette période de forte chaleur, de nombreuses plages sont victimes de leur propre succès. À Tétouan, des plongeurs professionnels se sont mobilisés pour retirer les déchets du fond marin. L'exemple à la plage d'Amissa, c'est entre Martil et Wedlow. Avant de développer les titres du journal, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux membres de la famille de feu Abdallah Azmani. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à ses proches et à sa famille politique ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, se remémorant avec estime les qualités humaines de feu Abdallah Azmani, son expertise et les hautes compétences professionnelles dont il a fait montre dans les différentes hautes missions qu'il avait occupées, ainsi que son attachement inébranlable aux constantes et sacralités de la nation. Autre message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette fois-ci aux membres de la famille de feu Ahmed Faras. Dans ce message, le souverain exprime à l'ensemble des membres de la famille du défunt, à ses proches et à ses amis et à ses admirateurs, et à travers eux à la famille sportive nationale, en particulier au club du Shabab Mohammedia de football, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à la disparition de l'une des grandes étoiles du football marocain et son meilleur buteur international qui a contribué, grâce à son talent exceptionnel, au rayonnement du football national sur les plans continental et international dans les années 60 et 70 du siècle dernier. Sa Majesté le roi rappelle aussi que feu Ahmed Faras fut le premier joueur marocain à remporter le Ballon d'Or africain en 1975 et a également contribué au sacre de l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 1976. Le souverain a également mis en avant les nobles qualités humaines du défunt et son patriotisme sincère dans la défense des couleurs nationales qui ont fait de lui un modèle à suivre pour les générations suivantes. Nouvel appui à la marocanité du Sahara, celui exprimé par l'ancien président sud-africain et leader du parti MK, Jacob Zuma. L'ex-président de l'Afrique du Sud et leader du parti MK a été reçu aujourd'hui par les présidents des deux chambres du Parlement ainsi que par la direction collective du parti Authenticité et Modernité. Au cœur des entretiens, les perspectives de renforcement des relations bilatérales. Les développements avec Nissil Hamdaoui, Jihad Libri et l'Arbi Negri. Jacob Zuma, l'ex-président de l'Afrique du Sud et leader du parti MK, accueilli par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talb El Alami. Les deux hommes s'entretiennent sur les perspectives de renforcement de leur coopération. L'heure est aujourd'hui au rapprochement et à l'écriture d'un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, après le soutien exprimé par le parti sud-africain MK à la marocanité du Sahara. L'ex-président de l'Afrique du Sud a également rencontré le président de la Chambre des conseillers. À cette occasion, Mohamed Ould Rachid s'est félicité de la position du parti MK, considérant l'initiative marocaine d'autonomie comme la proposition permettant une gouvernance locale significative pour les populations de la région du Sahara marocain. Autre rencontre, et non des moindres pour le leader du parti MK, celle avec la direction collective du parti Authenticité et Modernité. Au cœur des entretiens, l'examen des moyens de renforcer le partenariat entre les deux formations politiques. Mais pas que. Les deux partis appellent à une mobilisation commune pour le développement du continent africain. And we believe the time has come that we should be together
Nous croyons que le temps est venu pour être ensemble. Le développement que connaît le Maroc et ses avancées économiques nous réjouissent. Le Royaume constitue l'une des économies les plus dynamiques du continent. Et je peux vous assurer que si l'Afrique du Sud et le Maroc s'unissent, le continent africain pourrait rapidement prospérer. Voilà ce qui consolidera davantage la coopération Sud-Sud et en particulier les relations avec les pays de l'Afrique australe. La diplomatie parallèle est naturellement en pleine action ici pour faire prévaloir davantage la première cause nationale. Après la position claire en faveur du Sahara marocain exprimée avant-hier par le leader du parti sud-africain MK, qui a pu rétablir la vérité, ce soutien nous encourage à s'unir pour concevoir un meilleur avenir pour l'Afrique. C'est le moment pour nous d'expliquer à la société civile et politique sud-africaine la justesse de notre cause nationale. Cette démarche qui consiste à donner une forte dynamique à la diplomatie parallèle cadre avec la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi. Aujourd'hui, le Maroc poursuit sa percée diplomatique en Afrique. De plus en plus d'États anglophones soutiennent le Royaume dans sa quête de rétablir la vérité sur la marocanité du Sahara. Un conseil de gouvernement s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le conseil a suivi un exposé du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger portant sur les données et les mesures relatives à l'opération Marhaba 2025. Un total de 1 520 951 Marocains résidant à l'étranger ont regagné le Royaume jusqu'au 10 juillet, soit une hausse de 13,30% par rapport à la même période de l'année écoulée, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita. Le Conseil a par la suite adopté 3 projets de loi. Le premier vise à modifier et à compléter la loi portant création et organisation de la Fondation Mohammedia des œuvres sociales des magistrats et fonctionnaires de la justice. Le deuxième porte sur la création et l'organisation de la Fondation Mohamed VI des œuvres sociales des magistrats et fonctionnaires du pouvoir judiciaire, tandis que le troisième est relatif à la création et l'organisation de la Fondation des œuvres sociales des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Le Conseil de gouvernement a pris connaissance d'un accord de coopération dans le domaine militaire entre le Royaume du Maroc et la République tchèque et du projet de loi portant approbation du dit accord présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Réforme des retraites. Une réunion a eu lieu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. Dans le tour de table, les représentants de départements ministériels concernés, des centrales syndicales les plus représentatives et du patronat. Les participants se sont mis d'accord sur la constitution d'une commission technique qui va se réunir à partir de septembre prochain. Elle permettra d'échanger les informations techniques sur les caisses de retraite. Objectif, un diagnostic complet de la situation et qui sera la base des prochaines négociations. Chakib El-Alej, président de la CGEM, est au micro de Nadia El-Moud. La réunion d'aujourd'hui était importante du fait que tout le monde s'accorde à dire que la caisse de retraite doit être revue, le système de la caisse de retraite doit être revu, d'autant plus que le Maroc, sur ces 30 dernières années, l'espérance de vie est passée de 65 ans à 77 ans. Ce qui est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un challenge aussi pour la caisse de retraite. Maintenant, nous avons, le gouvernement a décidé de créer une commission qui va travailler avec le gouvernement, avec les syndicats et le patronat pour trouver une solution qui va pouvoir nous permettre de dépasser ce problème en toute intelligence, en toute collaboration. Et je pense que nous avons la maturité pour pouvoir, et les solutions aussi, parce que c'est une équation à laquelle il faut trouver une solution intelligente et qui puisse préserver tous les intérêts. Et tout ça pour dire comme quoi nous sommes mobilisés, syndicats, patronat et gouvernement, pour trouver la solution à ce problème le plus rapidement possible.
L'actualité internationale nous mène en Syrie où la tension est vive suite aux frappes israéliennes qui ont ciblé le secteur du quartier général de l'armée dans le centre de Damas. La Syrie tient Israël entièrement responsable de cette escalade dangereuse et de ses conséquences, a souligné le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Frappe israélienne intervenue suite à l'intervention des forces gouvernementales syriennes à Souaïda où des violences entre des tribus bédouines sunnites et des combattants druzes ont fait plus de 500 morts. Le président intérimaire syrie Ahmed Shara disait vouloir éviter une guerre ouverte avec Israël, a d'ailleurs retiré aujourd'hui ses troupes de la ville à majorité druze. Pendant ce temps, les violences ne faiblissent pas. À la défense civile a affirmé que 30 personnes ont été tuées par l'armée israélienne aujourd'hui dans le territoire palestinien ravagé par plus de 20 mois de guerre et menacé de famine. 7 membres d'une même famille ont péri lorsque des avions de guerre israéliens ont bombardé leur maison dans le quartier de Jabalia el-Baled, au nord de la bande. Et puis à l'est de la ville, 2 femmes ont péri dans un bombardement qui a visé cette fois-ci une église abritant des déplacés. Retour au Maroc, remise du prix de la presse parlementaire aujourd'hui à Rabat aux lauréats de la 5e édition. Belle moisson pour les journalistes de la SNRT. Le prix visuel a été remis à notre collègue Brahim Al-Marzouki de la chaîne El Maghribiya. Ibrahim Ishoui et Myriam Boutarout de la radio nationale l'Ida'a Al-Wataniya ont remporté le prix radio. Symbole de l'inclusion, il devient le premier étudiant porteur de trisomie diplômé en journalisme à l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Une réussite exceptionnelle, rare même à l'échelle internationale. Paul Larbi Ma'ammar a travaillé avec rigueur et a gagné le respect de ses camarades et de ses enseignants. Pour Paul, la différence est devenue une force. Son portrait avec Zakaria Mouqin Billah, Abdel Fattah Zouine, Jihad Libri. Le récit est signé Mariam Elmissi. C'est une journée pas comme les autres pour Paul Larbi Ma'ammar. Muni de son mémoire de fin d'études, ce jeune étudiant en journalisme atteint de trisomie 21 s'apprête à franchir le cap final d'un cursus qui a duré 3 ans. Devant le jury, il présente le fruit d'un travail de recherche qu'il a choisi de consacrer à une thématique dont il aspire être le porte-voix. Je suis très heureux d'avoir eu mon diplôme parce que j'ai couvert des événements un peu différents. Donc j'ai appris à faire le montage, j'ai appris à faire ce qu'on appelle le logiciel de Photoshop. Cette réussite pour moi m'a beaucoup permis d'avancer de plus en plus pour avoir un avenir meilleur. Derrière cette prouesse académique, une détermination inouïe de Paul Larbi d'atteindre le sommet de la réussite. Mais jamais sans son acolyte, Khalid Ma'ammar. Cet infatigable papa savoure aujourd'hui le fruit de longues années de sacrifices et de dévouement consentis pour le bien-être et l'accomplissement personnel de son fils. Jamais il n'aurait pu atteindre ce niveau s'il n'avait pas au préalable bénéficié d'un accompagnement inclusif, 2 d'accompagnateurs et puis 3, un papa qui était moi et qui a dû l'accompagner à travers tout ce qu'il a fait comme travail journalistique. J'étais à la fois l'accompagnateur, mais j'étais aussi parfois le facilitateur et j'étais aussi parfois celui qui lui a permis de poser ses questions avec bienveillance mais sans détour. Et c'est sans détour que Paul Larbi Ma'ammar entame ce nouveau chapitre de vie plutôt challengeant. Son avenir professionnel se veut résolument tourné vers les métiers de l'image, un univers qui a toujours fasciné cet amoureux des projecteurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je ne vous dirai pas ici tout ce que j'ai accompli avec ma trisomie. J'ai interrogé des ministres, des artistes, des précédents. C'est ici, dans les studios de l'Institut supérieur de l'information et de la communication à Rabat, qu'il a fait son baptême du honneur. Il y a de cela 3 ans.
Un environnement inclusif, presque individualisé, qu'il s'apprête aujourd'hui à quitter pour de plus larges horizons. Déjà, je félicite Paul Larbi Mohammar pour sa réussite, sa persévérance, son acharnement. C'est une grande leçon de courage pour nous tous. C'est vrai, on était plusieurs autour de lui. Ses parents, enfin son papa, l'administration, le corps enseignant et le corps administratif et technique. On était tous là. Ça n'a pas été au départ sans difficulté. Mais nous avons réussi à rendre ces difficultés un moyen pour nous tous de réussir. Nous avons développé tous, sans exception, et je profite de l'occasion pour remercier tous les staffs, soit professoral ou administratifs, et techniciens aussi, pour l'effort qu'ils ont fourni, justement pour adapter les cours, pour adapter les TP et les TD au niveau de ce qu'attend de nous, Paul. L'inclusion des personnes en situation de handicap est un droit fondamental. Un parcours qui force l'admiration et un accompagnement pédagogique engagé et citoyen qui, espérons, suscitera l'émulation. L'espoir est permis pour des milliers de jeunes Marocains qui, comme Paul, défient leurs différences pour créer leur propre identité et embrasser des chemins de vie passionnants. Voilà, bravo à Paul Mohammar que nous saluons. CAN féminine de Maroc 2024 à présent. Demain, les équipes qualifiées entament les quarts de finale. Les Lions de l'Atlas seront opposés au Mali, un duel face à un adversaire discret mais redoutable. Les protégés de Jorge Vilda devront faire preuve de concentration et d'efficacité pour éviter toute mauvaise surprise. Un match à enjeu où chaque détail comptera pour une place dans le dernier carré. C'est un match à élimination directe. La pression est donc grande, mais les joueuses sont motivées pour décrocher le billet des demi-finales. Les propos des joueuses Iman Saoud et Rania Boutaibi, on les écoute. C'est maintenant que le tournoi commence parce que c'est un match éliminatoire direct. Donc bien sûr, on est prête. Et après, on regarde match par match. Inch'Allah, on gagne Mali. Après, on a notre objectif. Et bien sûr, déjà, on aimerait remercier le public qui était là sur les 3 matchs. Et Inch'Allah, c'est un 12e homme. Donc, on espère qu'ils seront encore plus nombreux et qu'on fera stade plein. On est bien concentré, qu'on traîne musicienne. Mais on voit jour par jour, tranquille. Notre objectif, c'est clair. Et Inch'Allah, on reprend. Maroc-Mali, c'est donc demain vendredi à 20h au stade olympique de Rabat. Le thermomètre reste à la hausse jusqu'à demain dans certaines de nos régions avec des températures qui flirtent avec les 47 degrés. Sont concernées les provinces de Rachidia, Zagoura, Teroudant, Tata, Assazag, Smara, Oued Dahab et Aousserd. Demain encore, certaines provinces vont continuer de suffoquer sous cette vague de chaleur, notamment à Teroudant, Fri Ben Salah, Bni Mellel, Ouarzazat, Tinghir, Guilmim et l'Ayoun, où le mercure affichera entre 39 et 43 degrés. La journée de demain sera chaude, mais aussi venteuse du côté de l'Ayoun, Boujdour, Smara et Tarfaya, où des rafales de vent localement fortes avec chasse-sable sont attendues. Et puis en ces temps de forte chaleur, les plages sont aujourd'hui prises d'assaut par les estivants. Mais certains laissent derrière eux les tracas moins glorieuses de leur passage, des détritus qui jonchent le sable et finissent dans la mer. Le plastique représente d'ailleurs plus de 85% des déchets. À Tétouan, des plongeurs professionnels se sont mobilisés pour retirer les déchets du fond marin. L'exemple à la plage d'Amsa, c'est entre Martil et Ouadlaou. Reportage Iman Ablo, Abel Ali Gnouni et Asna Moussaoui. Dernier briefing avant de se jeter à l'eau. Ces plongeurs bénévoles s'apprêtent à nettoyer la plage de fond en comble. Quelques minutes plus tard, mission accomplie. Ils ont réussi à débarrasser la mer de déchets comme ces pneus, une des sources de pollution des fonds marins.
Quand je vais à la pêche, je constate souvent la présence de détritus. Il y en a malheureusement beaucoup. Ça affecte les poissons. Certaines espèces se font rares à cause de cette pollution. J'invite les estivants à ne pas jeter leurs déchets à la mer. Nous procédons au nettoyage de la plage. Il y a beaucoup de plastique et de filets de pêche qui sont à l'origine de la pollution des eaux. On trouve même des pneus. C'est dangereux pour la vie maritime. Un combat pour lutter contre l'incivisme de certains. Le tissu associatif s'active en cette période pour sensibiliser aux conséquences de la pollution sur la vie des espèces maritimes et des abysses. J'invite les estivants à maintenir la plage propre et ramasser les déchets avant leur départ. Certains déchets sont non biodégradables et peuvent rester des centaines d'années dans les fonds marins. Il y a une grande mobilisation au niveau de cette plage. Les estivants sont de plus en plus conscients des dangers de la pollution dans les côtes. On se réjouit de cette initiative lancée par de jeunes plongeurs de la région. Des efforts payants. L'implication de la société civile conjuguée aux efforts et initiatives lancées porte ses fruits. En 2024, les volumes de déchets marins ont diminué de 21% par rapport aux 4 années précédentes. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula à 21h. Une excellente soirée et à demain, même heure, 18h30.